Merci pour cette invitation et merci aussi à tous d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Donc, je vais vous parler des microalgues et de leur utilisation pour la production de biocarburants. C'est un sujet qui a été très médiatisé ces dernières années. Donc, il y a beaucoup d'informations fausses, pour la plupart, qui ont circulé dans beaucoup de médias. Donc, j'ai mis, vous voyez, un point d'interrogation. Donc, on va essayer de voir ce que cache ce point d'interrogation et puis aussi de voir quels sont les enjeux pour la recherche. Parce que vous allez voir qu'il y en a pas mal. Donc, à Cadarache, je travaille dans une unité mixte de recherche entre le CEA, le CNRS et l'université Aix-Marseille. Et dans cette unité, il y a une équipe qui s'appelle le laboratoire bioénergétique des microalgues et biotechnologie des microalgues, qui héberge une plateforme qui s'appelle Héliobiotech et qui permet de développer des recherches partenariales. Je vais le voir, je vais le décrire un peu plus tard. Donc les biocarburants. Alors, les biocarburants de première génération, donc ça c'est rentré dans nos usages. Donc ça consiste à utiliser des plantes cultivées qui accumulent dans leurs organes de réserve des composés qui sont des carbohydrates, de l'amidon par exemple, qui peuvent être transformés ensuite en sucre puis fermentés pour faire de l'éthanol. Donc ça c'est ce qu'on appelle le bioéthanol. Ça se fait à partir de la betterave, à partir du blé, du maïs et surtout de la canne à sucre. Et puis il y a aussi les plantes oléagineuses, qui n'accumulent pas de carbohydrates mais de l'huile. Donc c'est le colza, c'est le tournesol, c'est l'huile de palme. Donc à ce moment-là, on extrait les huiles par des procédés, divers types de procédés. Et ensuite, les huiles sont transestérifiées pour produire quelque chose qui ressemble, en termes de longueur de chaîne et de pouvoir de carburant, au gazole. Donc ce qu'on appelle le biodiesel. Donc ces biocarburants, ils sont rentrés dans les usages, mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de limitations. Tout d'abord, un bilan énergétique peu favorable. Donc je n'ai pas détaillé les filières, mais quand on regarde en fait l'énergie qu'on rentre dans le système, si on prend tout en compte, c'est-à-dire l'énergie déployée pour cultiver une parcelle, l'énergie qu'il a fallu pour générer les intrants, c'est-à-dire les engrais azotés qu'on va utiliser pour alimenter cette production. Et quand on regarde l'énergie qu'on ressort de tout ça en termes de biocarburants, on a une balance énergétique et qui est plus ou moins favorable. Donc elle est relativement favorable pour le bioéthanol à partir de canne à sucre au Brésil, parce qu'on a on a une productivité qui est élevée. Elle est beaucoup moins sous nos latitudes. Donc un bilan énergétique qui est dans l'ensemble finalement assez peu favorable, mais qui peut être relativement élevé dans certains cas, dans le cas par exemple de la canne à sucre ou même de l'huile de palme. Un coût environnemental élevé. Donc effectivement, pour avoir des rendements en carburant par unité de surface qui sont élevés, il faut avoir une agriculture qui soit productive. Donc ça demande des intrants. Des intrants, ça veut dire de l'azote. De l'azote, ça veut dire de l'énergie. Et puis ça veut dire aussi qu'une partie de l'azote, elle ne va pas être utilisée par les plantes, mais elle va être soit dénitrifiée. À ce moment-là, ça va générer des gaz type N2O qui sont des gaz à effet de serre. Donc on voit qu'à ce moment-là, l'effet bénéfique des biocarburants, c'est de se dire on va s'affranchir des carburants fossiles pour ne pas émettre de CO2 qui est un gaz à effet de serre. Et bien à ce moment-là, on émet un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le N2O, donc ça peut avoir des effets négatifs. La compétition avec la production alimentaire, donc ça c'était il y a quelques années, on en a beaucoup parlé, puisque c'était au Mexique, les cours de tortilla ça a fortement augmenté, et on a accusé finalement le bioéthanol américain qui est produit à partir de maïs de créer ces tensions sur les marchés des denrées alimentaires. Donc on voit bien là qu'on a une compétition dans l'usage des surfaces, c'est-à-dire on a une population de la planète qui augmente, on a besoin de produire plus d'aliments. Est-ce qu'il y a une logique à utiliser ces surfaces pour produire des carburants pour faire rouler nos voitures? Compétition avec les ressources en eau, puisque l'eau est quelque chose qui est extrêmement limitant au niveau de la planète et qui le devient de plus en plus. Et une agriculture productive à haut rendement nécessite beaucoup d'eau.
Donc tout ça a fait que petit à petit, alors qu'on avait fondé beaucoup d'espoir sur les biocarburants de première génération, on s'est dit c'est peut-être pas quand même la panacée et il faudrait penser à développer des générations suivantes. Donc c'est là que sont entrés en jeu ce qu'on appelle les biocarburants de deuxième génération. Donc à ce moment-là, on n'utilise plus des plantes que l'on cultive normalement pour l'alimentation, mais des plantes, soit des résidus de récolte, des pailles, c'est-à-dire ce qu'on laisse sur la parcelle une fois qu'on a retiré la partie qui est consommable ou transformable en carburant, ou des cultures à forte productivité type taillis ou forêt, pas forcément productivité dans ce cas-là, dont on extrait à ce moment-là la biomasse lignocellulosique. Donc ça, c'est quoi? C'est les bois, les pailles. C'est une biomasse qui est constituée de polymères assez complexes et qu'on ne sait pas transformer par les procédés classiques en biocarburants, c'est-à-dire faire du sucre et de l'éthanol à partir de bois, c'est pas très simple. Donc à ce moment-là, il a fallu développer des différents procédés. Alors il y a des procédés qui sont thermochimiques, et le CEA s'est beaucoup investi dans ces procédés-là, notamment direction de la recherche technologique à Grenoble. Donc on réalise un cracking de la biomasse qui permet de créer un gaz de synthèse qui, dans un second temps, va servir à faire des hydrocarbures. C'est ce qu'on appelle les réactions de Fischer-Tropsch, qui permettent de créer un substitut au gazole. Les autres voies sont les voies biochimiques. À ce moment-là, il faut dépolymériser ces polymères extrêmement complexes qui sont constitués de la lignine, la cellulose et l'hémicellulose, en extraire les sucres, donc ça par des voies biochimiques, hydrolyse enzymatique, entre autres, et à ce moment-là, transformer ça en éthanol. Donc ça demande de développer des nouveaux procédés, et ça fait l'objet d'un certain nombre actuellement de démonstrateurs. Donc il y en a en France, notamment du côté de Pomac, il y a un projet qui s'appelle Futuroil, dont l'objet est de transformer et de démontrer la faisabilité économique de la transformation de biomasse en biocarburant de type éthanol. Alors là, on en est au stade de démonstrateur. Ces biocarburants ne sont pas encore rentrés dans l'usage de tous les jours, dans les carburants que vous prenez à la pompe, mais on est en train de définir les conditions qui permettraient de réaliser des unités industrielles rentables. Et alors, ce qui limite le déploiement de ces biocarburants, en fait, c'est la ressource en biomasse. Parce que si chacun voit que de la biomasse, il y en a partout, il suffit de se promener à la montagne, j'habite en Provence, dans les fins fonds de la Provence, on voit plein de bois partout. Par contre, amener cette biomasse à une unité industrielle de manière régulière, et pour que ces unités industrielles soient viables, il faut qu'elles traitent des quantités énormes de biomasse, et bien ça pose un problème de logistique énorme, d'une part, et puis on se rend compte que ce n'est pas si disponible que ça, c'est-à-dire par exemple les pailles, on extrait les grains, on laisse les pailles sur les parcelles, eh bien, ça participe à la vie microbienne des sols. Et extraire toute la paille pour en faire du biocarburant, ça veut dire qu'on va appauvrir les sols en matière organique et qu'on va les lessiver petit à petit. Donc ça, ou les éroder. Donc ça, ce n'est pas une solution. Donc, puis aussi, en France, il y a une limitation majeure, c'est la propriété de la forêt. C'est-à-dire que la forêt, elle est très peu exploitée, elle est surtout patrimoniale. C'est-à-dire les gens se transmettent les forêts de père en fils, et puis ils ont ça comme un bien qui appartient à la famille. Et ils n'ont pas pour idée forcément de le valoriser. Et elle est de ce fait très parcellaire. Donc créer une économie de la forêt, c'est quelque chose qui est... sachant que c'est une économie quand même à bas rendement, puisque c'est faire du carburant à partir de bois, les gens qui ont des forêts préfèrent finalement des utilisations plus nobles comme du bois de construction. Donc on en est au niveau des démonstrateurs, et malgré ça, on se pose déjà la question de se dire, mais finalement, est-ce que ça va être la solution? Donc est-ce qu'il n'y a pas des biocarburants de génération plus futuristes qui pourraient être développés? Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle
biocarburants de troisième génération. Donc là, les démonstrateurs, ils sont pas encore, on commence à en faire par endroits, mais vous verrez qu'on est encore loin de démontrer la rentabilité et la faisabilité économique. Par contre, il y a un potentiel. Donc c'est d'utiliser des micro-organismes photosynthétiques, donc ce sont des cellules, des organismes unicellulaires, qui sont capables, comme les végétaux, de transformer la lumière d'éclairement solaire en produits chimiques, en constituants organiques, mais qui, à la différence des végétaux qui élaborent une grosse partie de la biomasse sous forme de polymères extrêmement complexes, donc qui coûtent de l'énergie pour les synthétiser, la lignine, l'hémicellulose, tout ça, il faut de l'énergie pour fabriquer ces polymères, puis après il faut de l'énergie pour les débobiner et les retransformer en biocarburants. Et donc la logique d'utiliser ces micro-organismes, c'est de se dire, eh bien on va directement leur faire synthétiser les composés qui nous intéressent. Alors ces composés, ça peut être de l'hydrogène, qui est une molécule qui peut être utilisée dans les piles à combustible, dans le domaine des transports, par exemple, ou ça peut être des lipides qu'on va pouvoir transformer, comme dans le cas des biocarburants de première génération, après transestérification en biodiesel. Donc là, on en est au niveau de la recherche, donc c'est encore au stade laboratoire, et je vais essayer de faire la liste au cours de cet exposé des limitations qu'on a rencontrées et quels sont les enjeux pour la recherche, et aussi vous dire les espoirs qu'on a qui nous permettent de penser qu'on devrait pouvoir arriver à des applications dans ce domaine. Alors les microalgues et les cyanobactéries, alors qu'est-ce que ça représente? Donc c'est des organismes qui sont extrêmement présents sur la planète, on ne s'en rend pas forcément compte tous les jours. Il y a une très forte diversité, il y a beaucoup d'espèces qui ont été décrites, il y en a encore probablement énormément plus qui n'ont pas été décrites. Et puis, elles sont présentes là où il y a de l'eau, mais aussi là où il n'y a pas de l'eau, on va le voir, et notamment au niveau des océans. Alors ça, c'est une photo satellitaire de la NASA qui montre l'intensité de la fluorescence de la chlorophylle, qui donne une idée de la concentration en biomasse dans les océans. Et on voit, donc c'est une échelle de bleu à rouge, plus c'est rouge, plus il y en a. Et on voit qu'on a par zone, on a des mers qui sont extrêmement riches. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas forcément là où les mers sont les plus chaudes qu'on a le plus de biomasse, mais c'est en fait là où il y a le plus de nutriments, c'est-à-dire d'éléments minéraux, d'azote, de phosphore, qui vont servir à la croissance des microalgues. Donc ça se fait dans les zones côtières, sous l'effet des pollutions. Et puis, au niveau des courants océaniques, là où les courants océaniques remontent à la surface et amènent des eaux extrêmement riches qui permettent une forte productivité. C'est aussi là qu'on trouve beaucoup de poissons, parce que les poissons, ils se développent là où il y a des microalgues, où il y a à manger. Donc, et ça représente, au niveau fixation annuelle de carbone, quelque chose d'extrêmement important, puisqu'on estime que 40 à 50% de la fixation de carbone annuelle de la planète est réalisée par la photosynthèse au niveau océanique, via les microalgues et les cyanobactéries. Et malgré tout, ça représente qu'1% de la biomasse terrestre. Donc vous voyez qu'il y a un turnover extrêmement important. C'est-à-dire que ça fixe de la biomasse en quantité importante, mais ça la libère assez rapidement. C'est-à-dire que la biomasse vivante de ces microalgues représente très peu. C'est-à-dire, contrairement aux plantes supérieures, elles ne stockent pas de bois, de matière organique sous une forme qui peut durer des années avant d'être dégradée. Alors, il y a deux types d'organismes. Donc, il y a des cyanobactéries qui sont des bactéries, c'est-à-dire des organismes prokaryotes avec pas de comportementation cellulaire. On a tout dans le même environnement, c'est-à-dire on a l'ADN qui contient l'information génétique, les membranes en verre des thylakoïdes qui sont là où se fait la photosynthèse. Et puis, on a les microalgues. Alors, les microalgues sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire qu'elles ont des compartiments. Il y a le noyau qui contient l'information génétique, les mitochondries qui servent à faire la respiration comme dans les cellules animales, et puis les chloroplastes qui sont l'usine énergétique des cellules végétales et qui sont en fait dérivés des cyanobactéries, puisque c'est une cellule qui a capté une cyanobactérie, une cellule eucaryote qui a capté une cyanobactérie et qui l'a utilisée comme centrale énergétique pour ses besoins en énergie. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante parce qu'on va voir que c'est en fait ce qu'on va chercher à faire nous-mêmes. Alors, ça illustre ce processus qu'on appelle l'endosymbiose primaire, c'est-à-dire la cellule eucaryote, donc ça s'est passé plusieurs milliards d'années,
qui a capté une cyanobactérie, donc capable de photosynthèse, c'est-à-dire de fixer l'énergie solaire et le gaz carbonique pour faire des hydrates de carbone. Et à partir de là, eh bien, il y a une diversité extrêmement grande d'organismes. Donc je n'ai pas tout mis là, mais il y a eu ensuite, alors ici on voit la première endosymbiose avec ce qu'on appelle la lignée verte, donc les microalgues de la lignée verte et toutes les plantes supérieures. Et on voit ici qu'il y a eu d'autres endosymbioses successives que je n'ai pas décrites. Mais en fait, ça illustre le fait que le monde des microalgues est extrêmement varié et qu'une microalgue à l'autre, qui n'est pas phylogénétiquement pure, et d'une espèce de microalgue à une autre, on a plus de différences génétiques qu'entre une microalgue et une plante supérieure, et j'irais même jusqu'à dire jusqu'à un arbre. Hein. C'est-à-dire ces microalgues-là sont plus proches des arbres que les autres microalgues entre elles. Donc une diversité génétique extrêmement importante. Et puis on les trouve dans tout type d'environnement. Hein. On a vu dans les océans, mais on en trouve aussi dans les sols. Il y en a beaucoup sur les sols, donc, avec des cycles de vie qui dépendent de l'eau disponible, hein, qui peut se faire au moment d'averse. Et puis aussi dans les glaces. Hein. On voit ici une espèce d'ice cream dans un iceberg. C'est des algues qui ont été emprisonnées. Et puis, par moment, il y a des blooms, on appelle ça des efflorescences. Ce sont des croissances très rapides avec des quantités de biomasse extrêmement importantes, des dalles qui se mettent à se développer quand il y a les conditions favorables, et c'est souvent sous l'effet de pollution liée aux activités humaines, mais ça peut aussi avoir lieu en plein milieu de l'océan. Alors, elles peuvent être utilisées comme source pour l'alimentation. On voit ici en Afrique, ce sont des spirulines, donc cyanobactéries, qui sont utilisées classiquement par les populations du bord du lac Tchad pour leur alimentation traditionnelle. Et puis, il existe aussi une culture industrielle. Bon, alors cette photo, j'aime bien cette photo parce que, on va dire plus loin que les microalgues sont intéressantes parce qu'elles permettent d'être produites sans avoir de compétition avec l'agriculture classique. Et bien là, ça illustre exactement l'inverse. C'est-à-dire que bien que ça puisse le faire, ici on voit bien qu'il y a compétition, puisque... voilà. Mais il existe une culture industrielle de microalgues. Ici, c'est une ferme de algales en Californie. Alors, pour quel marché? Eh bien, beaucoup pour ce qu'on appelle des marchés de niche. Je vais commencer par cette diapo-là. C'est-à-dire des composés à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que la production industrielle à l'heure actuelle, elle est valable compte tenu des coûts de production que si on est capable de produire des composés qu'on peut valoriser sur le marché. Alors, parmi ces composés, il y en a certains que vous connaissez tous. Hein. Vous avez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents vous ont sans doute, vos parents, conseillé quand vous étiez enfant de manger de l'huile de foie de morue. Donc c'est pour une raison simple, c'est que ces huiles sont riches en acides gras polyinsaturés et que ces acides gras sont extrêmement importants pour la santé, pour le développement du cerveau, enfin plein de choses. Je vous encourage à en manger, hein, c'est pour ça qu'il faut manger du poisson. Mais bon, le problème du poisson, c'est que ça devient de plus en plus rare. Hein. La population augmente, le poisson diminue. Et puis, c'est une ressource qui devient de plus en plus difficile à maîtriser, puisque il y a de plus en plus de mercure dans le poisson. Donc, en Norvège, les gens, on dit aux gens de ne pas manger du poisson tous les jours, parce que le taux de mercure dans le poisson, ou de dioxine, fait qu'on conseille quand même de réduire un peu l'alimentation de poissons sauvages. Donc, ressources et donc, si les poissons sont riches en ces acides gras polyinsaturés qui sont bons pour la santé, c'est parce qu'ils ont mangé les microalgues qui savent les synthétiser, parce que les poissons ne savent pas synthétiser ces composés-là. Donc, à partir de là, il y a certaines personnes qui se sont dit, mais alors attends, pourquoi aller extraire ça du poisson alors que le poisson le prend dans les microalgues? Pourquoi pas faire produire directement des microalgues pour alimenter les marchés des compléments alimentaires? Et donc, ça, c'est l'essentiel du marché actuel des microalgues, c'est produire de l'huile enrichi en ces acides gras polyinsaturés pour les compléments alimentaires. Donc c'est une économie de niche, hein, puisque ça ne représente pas grand-chose. Hein. Bon, cette diapo date un peu, mais à l'époque c'était 10 000 tonnes par an au niveau mondial. Maintenant c'est peut-être, allez, mettons 15 000 20 000 tonnes. Si on compare ça aux productions de blé et de riz qui sont en millions de tonnes, on voit qu'on est à des années-lumière. Donc c'est quelque chose qui est
qui ne représente pas grand-chose en niveau global. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'à partir de ces productions de niche qui sont possibles avec rentables avec une production à haute valeur ajoutée, est-ce qu'il est possible d'atteindre des marchés qui sont des marchés plus gros, qui sont les marchés de la chimie verte, qui sont les marchés de l'énergie, mais avec des valorisations qui sont moindres. Et qu'est-ce que ça demande ? Eh bien, on a réalisé avec nos collègues de la direction de la recherche technologique des études technico-économiques pour essayer de voir finalement qu'est-ce qui est limité et comment, à partir des technologies qu'on connaît, si on valorise en énergie, eh bien, qu'est-ce que ça demande ? Eh bien, on se rend compte assez rapidement qu'il faut jouer sur deux niveaux. Il faut jouer sur des verrous biologiques, c'est-à-dire qu'il faut fortement augmenter la productivité des souches. Et puis, il faut jouer sur des verrous technologiques, c'est-à-dire qu'il faut diminuer les coûts de production, c'est-à-dire diminuer le coût des technologies de production, de récolte et d'extraction. Ça, je vais passer rapidement, dire que finalement, ces organismes utilisent de l'énergie solaire et qu'elle est extrêmement abondante. Alors, on va rentrer dans le cœur du système. Ça utilise l'énergie solaire grâce à la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, peut-être que certains d'entre vous savent que c'est quelque chose un mécanisme qui se passe dans les membranes des chloroplastes et des cyanobactéries. Donc, ça, c'est des membranes. Donc, ce sont des lipides avec des complexes protéiques qui servent à capter la lumière, donc le rayonnement solaire, et à le transformer en courant électrique. Donc, il y a un courant électrique, des électrons qui vont se promener de part et d'autre de la membrane, générer ce qu'on appelle un gradient de protons qui va lui-même permettre de synthétiser deux éléments extrêmement importants pour la bioénergétique cellulaire, du NADPH, du pouvoir réducteur, et de l'ATP, du pouvoir phosphorylant. Et ces deux molécules vont servir de source énergétique intermédiaire pour fixer le carbone et produire les molécules qui nous intéressent, qui sont l'amidon si on veut faire de l'éthanol, ou les lipides si on veut extraire les huiles et produire du biodiesel. Alors, la photosynthèse a un rendement maximum. Donc ce rendement maximum, il est lié au fait que toutes les longueurs d'onde ne sont pas absorbées par les chlorophylles. Donc le spectre solaire, il est ce qu'il est. Et on voit ici le spectre, donc il est relativement plat dans les longueurs d'onde, mais la chlorophylle absorbe qu'une partie des longueurs d'onde. C'est pour ça que les plantes sont vertes, c'est parce qu'elles absorbent le rouge et il y a des longueurs d'onde autour du rayonnement vert là, qui sont peu absorbés. Donc pour ces raisons-là, et aussi pour des raisons liées au fonctionnement, je ne rentre pas dans les détails, de la photosynthèse, eh bien, on a une conversion maximum de l'énergie solaire qu'on peut atteindre par des processus photosynthétiques qui est de 12%. Alors, ça peut paraître faible, mais c'est quand même pas si mal. Alors si on compare ça au rendement des cellules photovoltaïques, alors, les cellules photovoltaïques, on en trouve des commerciales avec des rendements de 18%. Alors, il y en a qui sont expérimentales, qui ont des rendements supérieurs. Mais après, ça produit de l'électricité. L'électricité, il faut être capable de l'utiliser au moment où elle est produite. C'est un peu le problème du photovoltaïque. Donc, après, si on veut transformer ça en quelque chose qui est transportable et qu'on peut utiliser pour les transports, il faut par exemple faire de l'hydrogène. Donc ça demande un électrolyseur, ça demande un couplage avec l'électrolyseur. Donc on arrive finalement à des rendements effectifs qui sont de 11%. Donc on voit qu'on est de l'ordre du rendement de la photosynthèse. Mais aussi, il faut prendre en compte, il faut faire les bilans énergétiques des filières. C'est-à-dire que si on prend les filières bois, ça, il y a besoin de très peu d'énergie à mettre pour faire la production de bois. Il faut peut-être un peu pour aller le chercher dans les forêts. Mais à l'arrivée, ça produit peu d'énergie. Plus on va mettre de l'énergie avec des systèmes sophistiqués, plus on va avoir des rendements élevés. Mais ce qui est important, c'est le bilan énergétique entre ce qu'on rentre et ce qu'on sort. Donc, les cellules photovoltaïques, elles ont certes un rendement assez élevé, mais par contre, ça demande beaucoup d'énergie pour les construire. Il y a un coût environnemental aussi lié aux terres rares dont on a besoin pour cette industrie.
Donc, à partir de ce type de tableau, en fait, il faut bâtir des schémas pour voir quel est le coût environnemental, quel est le coût énergétique, faire des analyses et définir. Donc, ça ne veut pas dire, parce que le rendement est supérieur, que la technologie est forcément meilleure en termes de durabilité. Alors, si on revient en microalgues et qu'on les compare aux plantes terrestres, j'ai mis ici, donc pourquoi elles sont intéressantes? Parce qu'elles permettent d'atteindre des rendements photosynthétiques beaucoup plus élevés. Ici, ce sont les rendements maximum qu'on observe pour les plantes terrestres. Dans des parcelles expérimentales, on peut avoir du 1 à 2%. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, en champ, on a beaucoup moins que ça. Et microalgues, on voit qu'on peut atteindre des productivités bien supérieures. Parce que c'est plus facile finalement de les faire pousser en conditions non limitantes. Donc ça, c'est une première chose, c'est un premier intérêt des microalgues. Deuxième intérêt, j'en ai déjà parlé, c'est qu'elles synthétisent directement des composés riches en énergie et elles sont très pauvres dans ces polymères complexes qui sont la lignine, l'hémicellulose, la cellulose, qui permettent de stocker sur des temps longs l'énergie, mais qui posent des problèmes ensuite pour réutiliser cette énergie. Donc les microalgues, elles ont une biomasse beaucoup plus simple, avec des protéines, des carbohydrates, des lipides. Donc ça, c'est des composés qu'on peut utiliser pour faire des biocarburants. Et en plus, la composition de la biomasse peut varier beaucoup selon les conditions environnementales. Alors, des microalgues pour la production de biodiesel. Alors, on s'est rendu compte que certaines aussi, donc, forte productivité, pas de lignocellulose, et puis capables d'accumuler, pour certaines espèces, des quantités très importantes de lipides. Donc on voit ici une algue qu'on a soumise à des conditions expérimentales qui sont une carence en azote, donc la culture devient plus jaune, les chlorophylles diminuent, et se mettent à accumuler ces gouttelettes ici, qui sont colorées en jaune par une sonde lipophile ici, qui permettent de visualiser ce qu'on appelle des gouttelettes lipidiques ici, qui sont remplies de ces lipides de réserve, qui sont les triacylglycérols, donc c'est un squelette de glycérol avec des chaînes d'acides gras. Donc ça, ce sont les constituants des huiles. Et c'est ce qui va être intéressant pour faire du biodiesel, puisque c'est ce qu'on va utiliser par catalyse en présence de méthanol pour faire par transestérification ces esters d'acides gras qui sont assez proches du diesel en termes de propriétés, plus du glycérol. Donc on voit ici que certaines espèces sont capables d'accumuler des quantités extrêmement importantes de leur biomasse, ça va jusqu'à 60-70% du poids sec en lipides. Donc, forte productivité, fort contenu en lipides. Donc, tout de suite, les gens se sont dit, bingo. Et là, je reprends mes chiffres de productivité. Donc, forte productivité en biomasse. Donc, si on prend 50% de cette biomasse en lipides, donc ça nous fait des productivités à l'hectare en lipides, donc en biodiesel, de 75 à 90 tonnes par hectare et par an. Si on compare ça aux productivités des plantes terrestres, type tournesol ou colza, eh bien on voit qu'on a des rendements qui sont de l'ordre de 30 fois plus importants. Donc ça, à partir de là, il y a beaucoup de spéculations qui ont été faites. Il y a des sociétés qui ont levé des fonds extrêmement importants aux États-Unis pour se développer à partir de ces calculs, sauf qu'on oublie une chose, c'est que ça, ce sont des extrapolations de laboratoire, et qu'en réalité, on observe des chiffres qui sont certes supérieurs à ceux des plantes terrestres, mais quand même bien loin de ce maximum ici. Alors pourquoi ? Une des raisons, c'est qu'on a des verrous biologiques, c'est-à-dire que les lipides ne s'accumulent pas en conditions optimales de croissance. Il faut, et ça correspond à une stratégie d'adaptation, il faut que les algues aient subi un stress. Par exemple, manque d'azote. L'azote, c'est un constituant essentiel des protéines. N'ayant pas d'azote, elles ne peuvent plus se diviser, plus synthétiser de protéines, donc elles arrêtent de se diviser et se mettent à accumuler des réserves. En se disant, elles ne se disent peut-être pas, mais ça revient un peu à ça, qu'elles en auront peut-être besoin quand les jours redeviendront meilleurs. Donc ça, c'est un des enjeux des recherches actuelles, c'est comment dissocier finalement l'accumulation de lipides des conditions environnementales. Et l'autre verrou, il est au niveau des coûts de production qui sont très variables parce que les technologies ne sont pas fixées, donc il y a des possibilités de cultiver les microalgues dans des systèmes très extensifs avec peu d'investissement ou des systèmes très sophistiqués avec beaucoup plus d'investissement et des rendements si extrêmement différents.
Donc, on voit ici les deux verrous auxquels on aura à faire face, c'est augmenter la productivité des souches et travailler sur les technologies pour diminuer les coûts. Alors si maintenant on reprend l'exemple des espèces sauvages, enfin des plantes cultivées. Donc il faut bien avoir en mémoire que les plantes qu'on cultive aujourd'hui, le maïs, le blé, tout ça, ont été en fait sélectionnées par l'homme au cours des millénaires à partir d'espèces sauvages qui ressemblaient à ça. Ça, c'est l'ancêtre du maïs qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la théocynthe. Et à partir de croisements successifs, l'homme finalement a réussi à reprogrammer génétiquement ces organismes pour leur faire accumuler des réserves, sous forme d'amidon ici, en quantité extrêmement importante, bien plus importante qu'ils n'en ont besoin pour leur survie dans l'environnement naturel. Si on prend, vous n'avez jamais vu des maïs comme ça s'échapper des champs et pousser dans les forêts. Donc ça veut dire qu'ils sont inaptes à la survie dans le milieu naturel, mais par contre, ils sont capables d'exprimer fortement un rendement dans les composés qui nous intéressent. Ici, l'amidon pour notre alimentation. Ça, je vais passer parce que ça va m'emmener un peu trop loin. Peut-être pas, non. Tout simplement pour illustrer le fait que dans l'environnement, dans le milieu naturel, les plantes ont besoin sont en compétition, enfin tous les organismes sont en compétition les uns avec les autres pour l'utilisation de l'énergie et des nutriments, et que pour tirer le meilleur parti de cette compétition et s'adapter finalement aux conditions de l'environnement fluctuantes, ils ont mis en place des systèmes de régulation extrêmement complexes qui leur permettent de s'adapter aux changements de température, d'illumination, mais qui ne leur permettent pas d'exprimer leur plein rendement. Finalement, ils ont fait le choix de travailler avec des rendements inférieurs, mais d'avoir des boucles de régulation qui permettent de s'adapter. À partir du moment où on maîtrise les conditions du milieu, on peut s'affranchir d'un certain nombre de ces régulations, et on voit à ce moment-là qu'on peut obtenir des organismes qui ont des rendements supérieurs. Alors, finalement, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que les études de génomique, donc maintenant on a analysé les génomes des espèces cultivées, et on s'est rendu compte que la comparaison de ces génomes avec ceux des espèces sauvages ancestrales montre que finalement il y a un nombre assez restreint de gènes qui ont été mis en jeu au cours de ce processus de domestication. Donc tout l'enjeu de nos recherches, c'est finalement de se dire comment, avec nos connaissances de génomique, de génétique, les progrès de la biotechnologie, comment identifier ces gènes clés et comment finalement se donner les clés pour reprogrammer le métabolisme cellulaire vers la production des composés qui nous intéressent, les huiles, l'amidon. Donc finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est exactement la même chose que ce qu'a fait la cellule eucaryote quand elle a domestiqué la cyanobactérie. Elle a pris le contrôle génétique de la cyanobactérie pour l'utiliser comme usine pour produire son énergie. Nous, ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est de se dire, via la génétique, peut-on reprogrammer ces organismes pour nos besoins, alors non plus en alimentation, là ça a été fait par les hommes préhistoriques, mais pour nos besoins d'énergie. Donc ça, c'est les voies de recherche sur lesquelles on travaille, c'est comment utiliser ces organismes pour produire de l'hydrogène, pour suraccumuler de l'huile, ou aussi pour extracter des lipides dans le milieu cellulaire. Alors, comment sont organisées ces recherches? Donc, les objectifs, il faut avoir des objectifs. Alors, les objectifs, on les a listés, c'est identifier les gènes régulateurs clés impliqués dans le processus de régulation, de photosynthèse et du stockage de l'énergie, et comment on va reprogrammer le métabolisme cellulaire vers les produits qui nous intéressent. Il faut avoir un modèle biologique. Donc, le modèle biologique privilégié au jour d'aujourd'hui, mais c'est peut-être encore un peu en train d'évoluer en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font à travers le monde sur les microalgues, et donc il y a des laboratoires qui avancent tous les jours sur d'autres modèles. Pour l'instant, c'est encore le modèle favori, mais il peut qu'il y en ait d'autres. Donc, c'est cette microalgue qui a été isolée du sol, Chlamydomonas reinhardii, qui présente pas mal d'avantages pour être travaillée au niveau génétique. En plus, elle a l'avantage de produire des quantités importantes de lipides, de produire de l'hydrogène, et elle est utilisée par pas mal de laboratoires pour aborder ces questions. Donc, des objectifs scientifiques, un modèle, une plateforme. Donc ça, c'est la plateforme Hello Biotech dont je vous ai parlé au début de l'exposé. Ça a été financé dans le
cadre d'un contrat de projet État-région, donc c'est la région PACA à laquelle on appartient, avec pas mal d'équipements. Donc c'est donc des photobioréacteurs, des systèmes de criblage haut débit pour aller identifier les mutants intéressants, des techniques biophysiques, une plateforme pour l'analyse des lipides, notamment la lipidomique. On a vu que les lipides étaient des composants extrêmement importants pour les applications qu'on vise, que ce soit le biodiesel ou les applications alimentaires. Et puis des partenariats, parce qu'on a besoin aussi de financer ces recherches, l'ANR qui nous soutient, l'Europe, et puis des partenariats industriels avec 2 sociétés qui se sont montées, une sur Libourne et une dans la région de Montpellier. Alors, je vais essayer d'utiliser au mieux le temps qui me reste. Pour vous donner un exemple qui illustre en fait mon propos et qui a trait à la production d'hydrogène. Donc la production d'hydrogène, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais en fait, je reprends ici la chaîne de la photosynthèse, et bien certaines microalgues possèdent une enzyme type hydrogénase. Et donc là, on a un couplage, on voit ici entre le transfert d'électrons, c'est-à-dire le courant électrique produit à partir de la lumière, dans les chloroplastes, et cette hydrogénase, qui est capable de capter ce courant pour, en le combinant à des protons, produire de l'hydrogène. Donc ça, c'est la réaction biologique, finalement, la plus simple, qui permet d'obtenir quelque chose utilisable comme un carburant pour les transports à partir d'un système photosynthétique. Alors, il y a des verrous, mais ce qu'on voit, c'est que quand on éclaire, on adapte cet organisme dans certaines conditions, on l'éclaire, et on voit qu'au début, on a une production d'hydrogène extrêmement efficace. C'est-à-dire que pendant les quelques premières minutes d'éclairement, tout le flux va vers la production d'hydrogène. Mais ça ne dure pas longtemps, donc il y a des limitations. Et tout l'enjeu, c'est de voir, donc l'hypothèse qui a été faite, c'est de se dire que finalement, à quoi sert cet hydrogène? Parce que c'est une perte d'énergie, parce que finalement, transformer de l'énergie en hydrogène qui va s'échapper dans la nature, pour un organisme, c'est pas l'idéal, quoi. C'est pas un avantage compétitif énorme. Sauf si ça sert dans certaines conditions. Effectivement, ça lui sert dans certaines conditions de soupape de sécurité. Donc il faut voir ça, c'est des centrales énergétiques. Si on génère des espèces réactives dans les membranes, et qu'on n'est pas capable de débiter l'énergie, c'est comme une centrale nucléaire qui ne serait pas capable de débiter sur le réseau, ça fait des dégâts. Et là, c'est ce qui se passe. Donc l'hydrogène, finalement, sert de soupape de sécurité. Quand on n'est pas capable d'utiliser l'énergie pour les autres réactions, on utilise l'hydrogène pour l'évacuer. Donc toute la question, c'était l'hypothèse de départ, on s'est dit, est-ce que si on dérégule notre système photosynthétique, on va être capable de produire plus d'hydrogène? Donc là, on a toutes nos régulations, je n'entre pas dans le détail, mais il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas, et dans certains cas, on a de l'hydrogène qui est produit. Donc on a utilisé pour ça un crible génétique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la logique, c'est de créer des milliers d'organismes modifiés. On modifie génétiquement, et on crée des petites différences, et on isole ces mutants. Alors après, on a trié 15 000. Donc pour ça, il ne faut pas les trier un par un, sinon on va passer beaucoup de temps. Donc on a mis au point des systèmes d'imagerie, de fluorescence, qui permettent de mesurer le rendement de la photosynthèse. Donc d'avoir une sonde de l'efficacité, finalement, ici, de la transformation de l'énergie lumineuse en courant électrique. Et donc en utilisant cette mesure de fluorescence, on a pu cribler des mutants. Donc on voit ici, chaque point représente un mutant différent, en parallèle, et en cherchant ceux qui présentaient des courbes de fluorescence un peu différentes. Et on a trouvé un de ces mutants, donc je ne rentre pas dans le détail de l'explication, mais ce qui a été étonnant, c'est que ce mutant il pousse parfaitement normalement, mais il est muté il a une petite protéine de la photosynthèse qui lui manque, et en résultat, à l'arrivée, il produit énormément plus d'hydrogène que la souche initiale. Donc ça, on était content parce que ça validait notre hypothèse de départ, que surtout quand on a compris finalement le mécanisme qui était sous-jacent. Donc la petite protéine qui monte chez ce mutant, c'est celle-là. Donc il est plus capable de faire ce flux-là.
il est plus capable finalement de contrôler le flux photosynthétique, et à ce moment-là, il envoie un maximum de courant vers l'hydrogénase. Donc ça validait l'hypothèse de départ que via des modifications subtiles des systèmes de régulation, on est capable finalement d'envoyer l'énergie vers une production ici d'hydrogène. Voilà, donc là il y a un système de contrôle ici qui a été inhibé et on a augmenté la production d'hydrogène. Donc maintenant, donc ça c'était le cas simple, c'était l'hydrogène. Maintenant, eh bien, il y a d'autres réactions à prendre en compte. Il y a la croissance, il y a la réserve, il y a les réserves sous forme d'huile, d'amidon. Donc tout ça, eh bien, finalement, c'est contrôlé par un programme génétique. Et question qui se pose, c'est comment, en dérégulant finalement ce programme génétique, on peut réorienter le métabolisme vers ce qui nous intéresse, de l'huile ou des sucres. Donc ça, c'est un autre crible qu'on a réalisé. Donc à ce moment-là, on a recherché des mutants pas sur leurs propriétés de fluorescence, mais sur leur capacité à accumuler de l'amidon. Donc ça, c'est des colorations qui sont liées à leur contenu en amidon. Bon. Et on a trouvé un mutant qui, on voit ici, est capable de produire, en conditions de carence, beaucoup plus d'amidon que la souche de départ, beaucoup plus de biomasse, ici. Donc ça veut dire aussi qu'il existe un système de régulation, c'est la souche de départ, qui l'empêche finalement d'accumuler plus de cette réserve pour utiliser l'énergie d'une manière différente. Et là encore, ça veut dire que cette enzyme, ce gène a été identifié, donc c'est une enzyme de régulation sur lequel on travaille actuellement, mais ça montre que tous ces systèmes sont extrêmement régulés et que des petits changements dans les régulations permettent une réorientation massive de l'énergie vers les composés qui nous intéressent. Je vais passer un peu plus vite là-dessus pour laisser du temps pour la discussion. Donc on a réalisé exactement le même type d'approche, non plus sur l'amidon, mais ça c'est en cours, c'est un travail en cours sur les lipides. Donc bon, c'est un peu complexe, mais analyser les lipides sur des cultures de microalgues, ça demande de développer des technologies de criblage haut débit. Donc on a ici utilisé la cytométrie en flux pour à la fin sortir des souches qui présentent des propriétés intéressantes en termes d'accumulation de lipides. Donc ça c'est un travail qui est en cours que je ne vais pas trop détailler maintenant. Et le résultat, c'est par exemple ce mutant. Je vous ai dit qu'un des verrous de la production de biodiesel, c'est la productivité des souches et le fait qu'on ait besoin d'avoir recours à une carence pour induire l'accumulation des composés qui nous intéressent. Et bien là, on a isolé une souche variante par rapport à la souche sauvage qui est capable d'accumuler de manière constitutive des lipides de réserve. Donc là encore, on voit bien que via une modification du programme génétique, on peut accumuler les composés lipidiques d'intérêt. Bon, voilà, ça illustre ça. Alors, donc là, je vous ai parlé pour l'instant du processus de domestication, mais on voit que cette diapositive illustre le fait que la domestication, on ne peut pas la prendre en compte collaboratoire. C'est-à-dire domestiquer, ça veut dire prendre en compte un ensemble de choses, c'est-à-dire définir quel type de microalgues on va utiliser dans un système hautement sophistiqué comme celui-là, qui est un photobioréacteur high-tech, ou dans un lagunage. Là, on va laisser les algues naturelles pousser, parce que de toute façon, on ne fera pas mieux que la nature étant soumise à telles contraintes de l'environnement que c'est impossible de faire mieux. Mais par contre, dès que on met de la technologie dans les systèmes de culture, et c'est exactement pareil pour les plantes cultivées, les blés ou les maïs actuels seraient incapables d'exprimer leur potentiel de rendement sans la technologie de culture qui va avec. C'est-à-dire avec une agriculture traditionnelle non high-tech, on n'arriverait pas à leur faire exprimer leur potentiel de rendement. Donc il y a un lien fort entre les technologies de culture et la domestication des espèces. Donc ça, c'est la base du travail qu'on a développé avec l'équipe de la direction de la recherche technologique, puisque eux
qui s'est implanté sur Cadarache travaille sur les systèmes de production. Et on s'est dit que ce serait intéressant de travailler ensemble pour prendre finalement en compte le plus tôt possible dans nos programmes d'amélioration ou de domestication les contraintes liées à l'exploitation industrielle, qui peuvent être liées à la culture, mais qui peuvent être aussi liées à la récolte, à l'extraction. J'en ai pas parlé, mais récolter des algues, c'est quelque chose, elles sont extrêmement diluées, hein, donc on a des teneurs en biomasse qui sont faibles, donc beaucoup d'eau. Ça veut dire qu'il faut développer des technologies qui ne coûtent pas cher, hein, parce qu'on ne va pas se permettre de centrifuger, parce que ça coûte beaucoup d'énergie. On ne va pas se permettre de sécher tout ça, parce que ça coûte aussi d'énergie. Donc il faut développer des technologies douces et peu coûteuses en énergie pour faire de la récolte, pour faire de l'extraction, pour valoriser la biomasse. Et tout ça doit être agrémenté d'analyses technico-économiques pour voir finalement où il faut faire porter les efforts pour aller vers des systèmes de production avec des bilans énergétiques favorables et des bilans environnementaux aussi qui sont favorables. Alors, et là, justement, ces analyses technico-économiques montrent que pour envisager une production durable de microalgues, il faut boucler les cycles. C'est-à-dire que si on achète de l'engrais azoté, du nitrate pour faire pousser nos microalgues, si on achète du CO2 sur le marché, on ne va pas y arriver. Parce que ça va avoir un coût important et un coût énergétique encore plus fort, surtout pour les nitrates. Donc les gens se tournent de plus en plus vers ce qu'on appelle le concept de bioraffinerie, en bouclant les cycles. C'est-à-dire on va produire une biomasse, à partir de cette biomasse, on va la récolter, on va en extraire ce qui nous intéresse, soit pour des applications à haute valeur ajoutée, soit pour des applications de type biocarburant. On va avoir un résidu de biomasse qu'on va pouvoir traiter, soit par de la liquéfaction hydrothermale, c'est une voie sur laquelle le CEVA travaille à Grenoble, soit par digestion anaérobie. On va encore retirer de l'énergie à ce moment-là. Et puis on va avoir des résidus, c'est-à-dire on va avoir de l'azote, on va avoir du phosphore, on va avoir du soufre, nutriments dont on a besoin pour faire pousser des algues. Donc il y a un gros travail à faire pour boucler tous ces cycles. Et c'est là aussi que la production de microalgues a un intérêt, c'est que boucler ces cycles pour la production végétale classique, c'est pas facile. Hein. L'azote, il rentre, on l'apporte, donc une faible partie est utilisée, une partie est lessivée et une partie est dénitrifiée et part dans l'atmosphère. Donc c'est plus facile ici de contrôler les cycles. Le phosphore, c'est aussi un gros problème. Hein. Les engrais phosphatés sont diminués. Il y a peu de mines de phosphate et on pense qu'on aura une carence d'engrais phosphatés bientôt. Les engrais azotés, ça coûte très cher en énergie. Au fur et à mesure où le prix de l'énergie augmente, il y aura des limitations aussi. Donc finalement, là où les microalgues ont un avantage, c'est qu'on peut les cultiver sur des zones où on ne peut pas cultiver des plantes. Mais il faut quand même avoir à disposition du CO2, c'est-à-dire proche de sites industriels, ça peut être des cimenteries par exemple. Et puis il faudra boucler les cycles pour minimiser les coûts et les coûts environnementaux. Donc les conclusions, j'en arrive aux conclusions, ça va, on aura un peu de temps pour discuter. Les microalgues ont un beau potentiel pour la production de biocarburants parce qu'il y a une forte productivité, on peut limiter la compétition avec l'alimentation. Okay. La rentabilité économique, elle est validée pour les productions à haute valeur ajoutée, mais par contre, des progrès importants doivent être réalisés à la fois au niveau de la biologie et au niveau des technologies pour augmenter la productivité et diminuer les coûts de production. Et leur avenir dépendra de l'évolution de la demande sociétale. Hein. C'est vrai que si les gaz de schiste se développent à outrance et qu'on a du marché de l'énergie chute, ça ne sera pas rentable de produire avec des microalgues. Par contre, s'il y a carence, si on se rend compte que le coût environnemental de ces technologies est trop élevé, à ce moment-là, il y aura une voie. Par contre, il faut bien se dire que ça ne remplacera jamais le pétrole et l'utilisation massive qu'on fait du pétrole, mais que pour certaines applications cibles,
ciblée, ça pourrait être intéressant. Je prendrai l'exemple de l'aéronautique, parce que si on peut imaginer que les voitures puissent un jour être toutes électriques, on a du mal à imaginer des avions électriques, hein, compte tenu il n'y aura pas beaucoup de passagers dedans, quoi. Et ça, c'est un gros problème, c'est que toute l'industrie aéronautique dépend du kérosène et qu'on n'a pas énormément de solutions pour en produire. Et c'est eux qui investissent actuellement le plus dans ces technologies parce que, via ça, ils espèrent trouver des nouvelles voies. Également la chimie verte, puisque il y a l'industrie de la pétrochimie, mais il y a toute l'industrie de la pétrochimie, enfin de la chimie, une grande partie de l'industrie chimique utilise des sources fossiles. Donc rechercher des nouvelles sources, bioressources pour toute l'industrie chimique, c'est un challenge, et à ce moment-là, les microalgues peuvent représenter une source sécurisée intéressante. En terminé, je vous présente notre laboratoire plateforme, donc avec les personnes qui y travaillent, donc de la DSV avec du personnel CEA et CNRS, et également une petite antenne DRT là, qui est en train de se développer fortement actuellement sur notre site. La plateforme, le projet, c'est dans le cadre de la Cité des énergies de Cadarache, c'est de développer une plateforme commune entre ces deux entités. Donc ici, il y a une vue d'artiste, hein, mais c'est qu'une vue d'artiste parce qu'il n'y a pas encore de plan, et on a appris par le PMLT récent que ce projet qui devait être considéré comme prioritaire, il va être un peu décalé dans le temps, donc on va voir ce que ça va donner. Et il me reste à vous remercier pour votre attention et à écouter vos questions, j'essaierai d'y répondre. Merci. Alors, c'est nous qui vous remercions. Y a-t-il des questions? Oh. Oui. Superbe exposé. Je voudrais savoir, Thomas Zemb, ici, la maison en face, à l'ICS. Oui, je t'avais bien reconnu. Oui, il y a un truc que je n'ai pas encore bien compris. Quand il s'agit de sortir le foie gras là, de tes lipides, de tes petits canards, est-ce que si tu penses à du lait ou de la viande? À savoir, est-ce que avec tous tes cycles qui se rebouclent, est-ce qu'il vaut mieux extraire sans tuer la bestiole, ou est-ce qu'on peut se permettre de tuer la bestiole, sachant qu'on sort le lipide et puis le reste, ça sert de nutriments pour... c'est pas résolu. Les deux sont encore envisageables, ou il y en a une voie qui est forcément plus maligne que l'autre? Non, je pense qu'en plus ça dépend des microalgues sur lesquelles on va travailler, parce qu'il y en a qui ont des systèmes, des parois pariétaux extrêmement structurés, qui on peut envisager que des solutions fortes pour extraire les lipides. Et par contre, il existe des microalgues qui n'ont qu'une membrane à l'extérieur. C'est le cas d'Unaliella salina, qui produit du bêta-carotène. Et il a été mis au point par des chercheurs hollandais, notamment ce qu'on appelle le milking. C'est-à-dire qu'ils utilisent des solvants biocompatibles qui, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais apparemment ça marche. Et on arrive à extraire les composés lipidiques avec ces solvants, tout en maintenant les systèmes vivants. Donc, je pense qu'il y a énormément de solutions intermédiaires en fonction des cas. Et c'est là encore, on voit qu'il y a un lien fort entre la biologie et la technologie. Et qu'en fonction des... Ça, c'est des questions extrêmement importantes. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai compris que pour arriver à faire aux cellules ce qu'on souhaite faire, il faut les stresser. Est-ce que ça reste compatible avec en même temps le taux de reproduction de la cellule? Oui, alors justement, c'est ça, les cellules qu'on trouve dans le milieu naturel, elles ont besoin d'être stressées pour accumuler ces composés, parce que c'est une stratégie d'adaptation. C'est ce qu'elles ont trouvé pour mieux s'adapter au milieu. Justement, tout l'objet de nos recherches, c'est d'essayer de trouver des cellules qui sont capables d'accumuler ces composés sans stress, parce qu'on a mis en évidence que, effectivement, ça correspondait à une limitation en productivité. Et on perd un facteur de productivité important quand on a conversion de la biomasse qui a été faite en composés lipidiques. Donc, si on peut s'affranchir de ça, on a un gain de... Donc ça, c'est une voie de recherche. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail à ce niveau-là. Une autre, c'est justement...
pour essayer de s'affranchir des problèmes d'extraction, c'est comment faire excréter les composés. L'hydrogène, c'est un bon exemple parce qu'il sort des cellules, mais on travaille aussi sur des voies qui sont la production d'alcanes qui seraient excrétées par les cellules. Il faut savoir que les composés lipidiques, ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que les plantes supérieures, qui sont à la surface de la Terre, proviennent des microalgues. C'est-à-dire que c'est des microalgues qui ont colonisé le milieu terrestre. Et en colonisant le milieu terrestre, elles ont eu besoin de se protéger de la dessiccation, parce qu'il n'y avait plus d'eau sur le milieu terrestre comme il y en a dans les océans. Et ce qu'elles ont inventé pour se protéger de la dessiccation, finalement, elles ont exporté des lipides à l'extérieur de la cellule, qu'elles ont polymérisés pour faire des cires et des cutines, qui sont les structures qui revêtent les végétaux, c'est pour ça qu'ils sont luisants, et qui leur permettent de se protéger de la perte en eau. Ça veut dire qu'il existe, et on a des chercheurs au laboratoire qui travaillent là-dessus, tous les systèmes d'exportation de ces lipides et de polymérisation. Il y a une chimie des lipides qui se fait à l'extérieur des cellules. Et on s'est rendu compte que les microalgues ancêtres des végétaux savaient déjà faire cette chimie. Donc on travaille sur ces voies-là pour essayer de voir si elles pourraient permettre de faire une chimie un peu différente. Une autre question? Les jeunes, là, pour une fois, on a des jeunes, on est content. Avez-vous une question? Il y en a plusieurs en plus. Oui. Ils doivent en avoir, parce que c'est les jeunes qui sont... Le micro est par là, par là. Ce sont les jeunes qui m'ont contacté pour avoir des souches, voilà, non? C'est bien. Bien. Pourra vous parler après un peu de vis-à-vis, pour vous parler des TPE, parce qu'on a quelques questions pour les milieux de culture et tout ça. D'accord. Donc, question confidentielle. On va en parler. Pas d'autres questions? Personne? Bon, eh bien écoutez, donc on va clôturer la séance. On va vous remercier d'être venu. On va remercier M. Pelletier d'avoir fait cette belle conférence. Et je vous signale, la prochaine aura lieu le 12 décembre et sera sur la thématique boson de Higgs par Étienne Klein. Et ça se passera à l'ICSM parce qu'on pense qu'il y aura du monde. Voilà, donc on vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.